Jacques Chirac avait dédié toute sa vie à la politique, 9 fois député, 18 ans à la tête de Paris, 7 fois ministre et 2 fois président. Il était le dernier de cette génération de présidents dont le destin se confondait avec celui de la nation. Retour en images sur les temps forts qui ont marqué son parcours politique. Je vous souhaite bien du plaisir et surtout, bonne chance pour l'avenir. Merci beaucoup. Pour l'avenir. Image symbolique de cette journée historique. On reste à l'appuyer un peu plus longtemps. Voilà. Le président Chirac, bienvenue, ami de Bongo. Bienvenue au président Chirac, bienvenue, ami. J'ai décidé de les reprendre parce qu'il en allait de la sécurité, de la fiabilité, de la sûreté de notre force de dissuasion. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no danger, no problem. No, this is not a method. This is a provocation. La Coupe du Monde. Et en votre nom à tous, je voudrais leur dire notre admiration. Oui, je suis candidat. Jacques Chirac est élu président de la République. Un accord vient d'être conclu entre le Brésil, la Banque mondiale et les Nations unies. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Messieurs, s'il vous plaît. L'Irak ne représente pas aujourd'hui une menace immédiate telle qu'elle justifie une guerre immédiate. Je peux dire que je voterai Hollande. Voilà, c'était l'une des dernières sorties publiques de Jacques Chirac. C'est peut-être aussi son dernier acte politique, en lançant ce « Je voterai Hollande ». Jean-Philippe Moinet, on le disait, boulimique, soif, en mouvement toujours, plein de vie, mais alors terriblement foutraque. Quel est, à votre avis, le secret de ce parcours hors norme ? Le secret, il en a sans doute plusieurs, mais il y a celui de l'appétit permanent pour la vie d'abord, et puis la vie politique aussi. Et surtout, en fait, vous avez dit, plus de 40 ans d'une carrière qui fait penser aussi à quelque part à un parallèle avec François Mitterrand dans la durée. Tous les deux, d'ailleurs, ont été 2 fois à l'élection présidentielle d'abord avec échec, et ont eu 2 mandats et donc 2 élections avec succès à la présidence de la République. C'est ce qui peut les rassembler, mais il y a d'autres éléments, le contraste aussi de leur positionnement, la variété de leurs alliances fait que dans les 2 cas, il y a j'allais dire, des exceptions en termes de personnalité, mais aussi quelque chose de, on va dire, ce sont des terres républicaines à contraste. Je trouve que c'est ça qui marque Jacques Chirac aussi, alors, avec peut-être des éléments d'énergie incroyable, dévorante parfois, y compris sur sa vie familiale. Sa femme pourrait en dire quelque chose. Oui, absolument. On va y revenir. Côté débordant du personnage. Et puis, voilà, on reviendra sur les raisons du rayonnement d'aujourd'hui. Un rayonnement en France, avec le recueillement qu'on voit et qu'on observe et qui va se prolonger ce week-end. Et puis, ce rayonnement international qui a aussi quelques clés d'explication. Richard Verly, on a vu la une du Temps qui titre également sur le décès de Jacques Chirac. Évidemment, la une du Temps n'est pas le seul quotidien. Mais qu'est-ce qu'il incarnait quel est le point de vue des Suisses sur ce président français qui n'est quand même pas comme les autres ? Il avait réussi à incarner à la fois la France et les Français, ce qui finalement est assez rare. Parce que incarner la France, par définition, c'est la fonction présidentielle. Vous êtes à l'Élysée, vous dirigez le pays et de ce fait, vous vous exprimez à l'étranger au nom de la France. Incarner les Français, c'est plus compliqué. Or, c'était sans doute l'un de ses secrets par son tempérament, par ses contradictions aussi, qui étaient souvent d'ailleurs des contradictions françaises, toujours tiraillées entre une forme de libéralisme et de volonté de faire du social. Il était vraiment à l'unisson de la société de son époque.
Et ça, je tiens à le signaler parce qu'il y a aujourd'hui dans cette émotion beaucoup de nostalgie. Pas peut-être toujours de la nostalgie pour le personnage Chirac, mais de la nostalgie pour l'époque, ce qu'il représentait. C'était quand même, ne l'oublions pas, une époque où faire de la politique était très différente d'aujourd'hui. Vous n'aviez pas les réseaux sociaux, vous aviez le contact avec l'électeur qui primait, et surtout, vous aviez l'archi-cumul des mandats. Parce que Jacques Chirac, ne l'oublions pas, était à la fois maire de Paris, député de Corrèze, il a été président du Conseil général, et donc c'est vraiment une autre politique, ce qu'on appellerait aujourd'hui le vieux monde. Mais ce vieux monde-là, il le maîtrisait parfaitement et je dirais dans sa version populaire et dans sa version donnant l'impression qu'il était véritablement au service des gens. Et vous savez qu'aujourd'hui, notamment Gilets jaunes et autres, un des grands reproches adressés aux élus, c'est de ne pas être assez au service et de se servir. Lui, il a réussi ça. Il a réussi à laisser penser les Français qu'un élu est à leur contact, les écoute et qu'il est là pour ça. Louis Quemaillot, vous diriez aussi que c'était le plus français des présidents? Oui, je pense que non seulement il était très français, mais il incarnait véritablement cette 5e République où il a été gaulliste, et ça, pour le meilleur comme pour le pire, parce que sur le continent africain, quand il est arrivé à l'Élysée et qu'il a repris Jacques Foccart pour diriger la cellule Afrique, il incarnait tout ce passé où les relations incestueuses entre les dirigeants africains et les dirigeants français étaient décriées. Mais cela mis de côté, je pense qu'il a aussi apporté sa touche dans les relations entre l'Afrique et la France en essayant de ressusciter un passé où, pendant très très longtemps, on avait eu l'impression que la France ne s'intéressait plus tant que cela à l'Afrique et que, par moments, les sujets qui touchaient à l'Afrique étaient secondaires comparativement aux sujets atlantiques, comparativement à la construction européenne. Et donc, il a remis l'Afrique au centre de l'agenda politique français, ce qui n'est pas rien, et il s'est engagé sur de nombreux combats. D'abord celui en faveur de la jeunesse africaine, où il a organisé un sommet à Bamako pour faire entendre les jeunes, pour faire écouter les jeunes, par à la fois les dirigeants d'Afrique, mais aussi les autorités françaises. Et tout cela a milité en quelque sorte en sa faveur, les bains de foule qu'il faisait sur le continent. Ça n'est d'ailleurs plus possible, ce qu'on a vu tout à l'heure, Jacques Chirac arrivant au Gabon et accueilli de cette manière-là, ça n'est plus possible. Que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo, au Burkina Faso, c'était des bains de foule véritablement. Mais dites-nous pourquoi ça n'est plus possible? Ce n'est plus possible pour de nombreuses raisons. La première étant qu'aujourd'hui, il y a une vraie défiance vis-à-vis de la France. La France n'est plus seule sur le terrain diplomatique en Afrique. Il y a de nouveaux pays qui sont arrivés, la Russie, la Chine en tête, les pays émergents de façon générale, le Brésil, la Turquie. Il y a de nombreux partenaires qui sont arrivés et qui grignotent de plus en plus la place, ce qui rend les présidents africains moins révérencieux vis-à-vis des autorités françaises, surtout qu'elles ont conditionné à un certain moment l'aide publique aux avancées démocratiques. Et justement, le président Chirac, c'était pas trop sa tasse de thé. Oui, et puis alors sur l'international comme sur le national, Jacques Chirac était vraiment une personnalité comme un kaléidoscope. Hein. D'ailleurs, c'est l'un des rares à avoir voté l'abolition de la peine de mort à son époque. Il a soutenu Simone Veil pour le droit à l'IVG. C'est lui encore qui a relancé les essais nucléaires puis les a supprimés. C'est le président aussi de certaines fractures sociales en France. C'était lui encore le bruit et les odeurs, en même temps qu'il a été le président de cette France Black Blanc Bleu en 1998. Jean-Philippe Moinet, il savait incarner toutes ces contradictions. Est-ce que c'est aussi ça sa force, c'est d'être capable de presque de sentir l'air du temps mieux que les autres présidents peut-être? Oui, effectivement, il incarnait quelque part les paradoxes français et en tout cas les sujets qui pouvaient traverser la France de manière contradictoire. Et il y a 3 exemples, mais je voudrais, avant de les évoquer, ces 3 exemples, évoquer les causes qui dépassaient les clivages et qu'il a incarné. La lutte contre l'extrémisme, c'était quand même une constante, ce fil rouge conducteur, l'intransigeance républicaine contre l'extrême droite. Et dans son camp à droite, on peut voir aujourd'hui, son ancienne famille, que ça peut manquer en termes de repères. La deuxième chose, c'est le sens de la mémoire historique concernant la mémoire de la Shoah d'une part, mais aussi d'autres aspects. C'est lui, par exemple, qui a rajouté une date commémorative officielle en France, qui est celle de commémoration des harkis, le 25 septembre chaque année. C'est lui qui l'a souhaité. Et puis le sujet du respect et de la protection des civilisations au pluriel. Donc cette multipolarité française, en tout cas dans son esprit, était importante sur la scène internationale.
Et c'est vrai que sur les contradictions, il y en a eu beaucoup, hein, et il avait arrivé à ratisser très large. C'est en cela qu'il avait des ressemblances avec François Mitterrand. C'est pas un hasard s'ils sont devenus tous les deux présidents à un moment donné. Notamment sur... Mais enfin, ils se sont cordialement détestés. C'est pas tout à fait les mêmes hommes. Ils se sont combattus, mais il y avait, par exemple, même dans la jeunesse de Chirac, en quelques années, il était signataire de l'appel de Stockholm, donc était accusé à l'époque d'être pro-communiste, lui, et quelques années après, il était sous l'uniforme français, pro-Algérie française. Ça s'est passé en quelques années. Donc il y avait un premier paradoxe qui traversait sa propre personnalité. À un moment donné, il était pro-Giscard en 74, en 76, 2 ans après, anti-Giscard, militant et actif. Sur plein de sujets, il était comme ça, anti-européen en 79, avec l'appel de Cochin contre le parti de l'étranger, avait-il dit, qui visait le parti du président Giscard. Et quelques années après, il était pro-européen, approuvant le traité de Maastricht contre ses compagnons gaullistes, Philippe Séguin par exemple, qui était opposé au traité de Maastricht. Donc il y avait ces contradictions françaises qu'il incarnait. Et il avait en plus, et c'est là que, c'est vrai que ce que disait Richard, il y a une forme de nostalgie, mais ce qui est très étonnant, qu'on observe aujourd'hui, un confrère de RFI le mentionnait hier, c'était l'attraction pour les jeunes encore aujourd'hui. Les t-shirts Chirac, qui n'ont pas connu Chirac homme politique, il y a quelque chose qui se passe dans l'opinion française encore aujourd'hui, qui fait qu'il parle quand même, y compris à des jeunes adolescents ou jeunes hommes, jeunes femmes qui n'ont pas connu Chirac, président de la République. Il a transmis une image qui travaille toute seule dans l'opinion publique française, j'allais dire, et qui fait qu'il parle encore à ces jeunes générations. Donc il ratisse très large en génération aussi, ce qui explique sans doute le phénomène d'opinion qui se passe en ce moment en France, qui va durer tout ce week-end, et qui n'est pas du tout artificiel, qui est profond. Il y a de la nostalgie, mais il y a aussi de la modernité dans Chirac. Richard Verly, alors finalement, ce Jacques Chirac était-il de droite ou de gauche, quand on voit à quel point il a pu ratisser large, avec aussi des prises de position parfois contradictoires, mais toujours avec beaucoup de panache? En posant la question, vous y répondez. Il était en réalité, au fond de lui-même, centriste. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a presque commencé sa carrière politique, puisqu'il a été envoyé, avec le soutien de Marcel Dassault, l'avionneur, il a été envoyé en Corrèze chez Henri Queuille, président du Conseil de la 4e République, qui était l'archétype du radical socialiste et qui avait fait de l'inaction son mot d'ordre, en quelque sorte, en disant qu'il n'y a aucun problème politique ne peut être résolu sans inaction. Donc je crois qu'en réalité, il y a un autre paradoxe chez Jacques Chirac, et c'est sans doute ce qui fait qu'il est populaire auprès des jeunes. Il impressionnait par sa stature physique, il était grand, il était extrêmement énergique, il avait une puissance qui émanait de lui, mais il ne faisait pas peur intellectuellement, alors que c'était un véritable intellectuel. Il connaissait très bien les arts premiers, on le sait, il était très érudit sur les civilisations et sur beaucoup d'autres choses, mais il n'avait pas cette... Je dirais, François Mitterrand était quelqu'un qui glaçait son entourage, parce qu'il y avait cette espèce de limite, ce fossé que tout le monde ressentait au moment où on approchait François Mitterrand. Ce n'était pas le cas pour Chirac, et de ce point de vue, je pense qu'une partie de la jeunesse regrette ce genre de politiciens. Ces politiciens à qui l'on peut parler sans être rabroué, ces politiciens qui ne vous impressionnent pas par leur curriculum vitae, même s'ils sont très capés et très diplômés. Il y avait ce secret-là chez Chirac, et peut-être que des présidents qui lui ont succédé feraient bien de s'en inspirer. Alors justement, cette personnalité un peu hors norme, Louis Quemaillou, finalement, depuis hier, les hommages pleuvent. Évidemment, toutes les chaînes de télévision, tous les médias parlent de son décès. Finalement, on parle peu de son bilan. Ce qu'on retient surtout, c'est l'homme. On retient l'homme parce que l'homme en lui-même était déjà presque suffisant. Alors qu'il a eu quand même quelques casseroles durant ses mandats, les emplois fictifs. Oui, non, mais quand il termine ses 2 mandats au bout de 12 ans, il est au plus bas dans les sondages. Et il a toutes ces affaires qui lui collent à la peau. Et on ne peut pas expliquer comment. Il a un regain de popularité au sein à la fois des jeunes et même à l'extérieur à travers sa fondation, où il continuait de militer pour les causes qui lui tenaient à cœur, notamment cette relation à l'Afrique. Parce qu'on a beaucoup parlé de la fracture sociale en France, mais il y a aussi la fracture qu'il y avait entre les pays africains et le reste du monde, qui lui tenait à cœur, à la fois la lutte pour financer les médicaments, la lutte contre les faux médicaments, la lutte pour aider les pays africains à rejoindre le centre
de la diplomatie internationale, et puis la lutte pour que les langues soient préservées, que les cultures soient préservées. Son successeur a bien montré que ce combat n'a même pas été gagné parce que pour lui, l'homme africain n'était jamais entré dans l'histoire. Et c'est tout le contraire que Jacques Chirac a essayé de montrer pendant les 12 ans au cours desquels il a présidé la France. Aujourd'hui, est-ce que l'Afrique pleure aussi, Jacques Chirac? Quel est le retour des médias en Afrique? Le retour au niveau de la population, c'est vrai qu'aujourd'hui, la France n'a pas une très bonne image sur le continent africain. Il faut dire ce qui est. C'est que la plupart du temps, aujourd'hui, quand on parle de la France, la plupart des gens voient la France-Afrique, ils voient la question du franc CFA, ils voient la dévaluation qui a eu lieu dans les années 94, et puis toutes ces histoires de politiciens qui se remplissaient les valises pour se rendre des services sur le dos des citoyens. Donc, en réalité, les nouveaux partenaires qui sont arrivés font presque oublier la France et font qu'aujourd'hui, la France a encore des gages à donner pour reprendre sa place sur le continent africain. Cela dit, quand on a eu un leader comme Chirac qui allait au charbon, qui n'allait pas dans des visites pour faire 2 heures et vous parler de chiffres, vous donner des leçons sur la bonne et la mauvaise façon de gérer le pays, ça marque les esprits. Et ça, c'est resté. Quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui est dans le patrimoine aujourd'hui et que, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on le respecte pour la manière dont il s'est engagé de façon ferme et franche. Oui, absolument. Et d'ailleurs, il avait eu cette phrase au cours d'une interview un jour en disant « Mais nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi, je ne connais pas beaucoup de présidents français capables d'endosser une phrase pareille. » Absolument. Oui. Quelle est votre opinion sur ce Chirac? On l'appelait d'ailleurs un lien avec l'Afrique. Chirac l'Africain ou l'avocat des Africains. Vrai, un lien quand même assez particulier, assez proche de, j'allais dire, physiquement, charnellement, parce que Chirac, effectivement, plaît aux jeunes par sa stature physique, et aussi, presque, il parle à ses homologues, il parlait à ses homologues de manière très directe. Moi, j'ai eu le plaisir et l'honneur de l'accompagner, par exemple, à un voyage présidentiel au Maghreb. C'était juste après les attentats du 11 septembre, où il était d'ailleurs le premier chef d'État européen à aller en hélicoptère voir et se recueillir sur les ruines du World Trade Center à New York. Et après, il est parti faire une tournée, notamment des 3 pays d'Afrique du Nord. Et c'était très impressionnant de voir la popularité qu'il avait, en tout cas à l'époque. Et notamment Alger, les drapeaux français étaient dans le centre d'Alger. Alors il y avait certes l'organisation qu'on connaît dans ces pays-là, mais honnêtement, il y avait quelque chose qui se produisait. Et donc il y avait un lien affectif et affectueux, réciproque entre Chirac et l'Afrique. C'est vrai qu'il y a une autre époque sans doute, et il y avait quand même des choses à rappeler dans son parcours qui parlent à d'autres continents. C'est cette fameuse multipolarité dont il a fait un des aspects de sa politique étrangère avec Dominique de Villepin, mais qui aussi a un écho aujourd'hui avec chez Emmanuel Macron. On voit qu'il y a aussi ce sujet du respect, par exemple, des procédures des Nations Unies, qui était un des aspects de son opposition de l'intervention américaine. C'était certes s'opposer aux Américains, mais aussi dire qu'il faut passer par les Nations Unies. Et ce sujet-là est très actuel. Donc Chirac laisse quelque chose de très moderne, contemporain sur cet aspect des choses, diplomatiquement parlant. Et autre aspect de son bilan, puisqu'on l'a évoqué, certains parlent de la faiblesse du bilan et qu'on parle beaucoup de l'homme, mais c'est vrai qu'il a laissé des choses en termes d'intervention, on l'a dit, sur l'aspect mémoriel, par exemple, mais aussi sur la laïcité en France. Et ce sujet-là, il a fait un rassemblement républicain qui est ratissé très large sur l'échiquier, en tout cas de l'Assemblée nationale, de la droite à la gauche comprise, pour dire à un moment donné, avec cette commission présidée par Bernard Stasi en 2004 ou en 2003, c'est vrai qu'il fallait prendre à bras-le-corps ce sujet pour la France, et la République française s'est retrouvée dans le propos de Jacques Chirac sur la laïcité. Et je voulais terminer sur le côté militaire, parce que c'est vrai que c'est lui qui a professionnalisé l'armée française. Absolument. Mais il y a aussi, sur le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, ce gel qu'il y avait eu sur les tirailleurs sénégalais, comme on les appelait, et Jacques Chirac, quelque part, a réhabilité ces différents tirailleurs qui ne venaient pas que du Sénégal, en organisant, par exemple, la commémoration du débarquement, non pas en Normandie, mais en Provence, et en faisant venir sur le Charles de Gaulle tous les chefs d'État des pays qui étaient concernés et ceux des survivants qui étaient encore là. Et ça, c'était juste avant qu'il y ait un premier dégel des primes qui devaient être reversées à ces tirailleurs sénégalais. Très impressionnant, effectivement. Juste en 30 secondes, cet élément historique faisait la marque de fabrique de Chirac, mais a beaucoup parlé à l'Afrique, et pour cause, parce que c'est l'Afrique qui a libéré le sud de la France du nazisme. Et ce 15 août, qui ont été célébrés cette année par le président actuel, mais c'est vrai que Jacques Chirac
Chirac a été bien avant lui le promoteur de ce moment historique et ne pas oublier que ce qu'on appelait l'armée d'Afrique a largement contribué à la libération de la France et de l'Europe du nazisme. Richard Verly, c'était Chirac africain, mais aussi un héros quasiment au Moyen-Orient et dans les pays arabes. Oui, parce qu'il avait une fine connaissance des peuples. Et ce qui vaut pour les Français, ce qu'on est en train de dire sur la relation particulière qu'il avait avec les Français, il savait l'avoir avec d'autres peuples qu'il connaissait moins par proximité, mais dont il connaissait très bien la culture et les référents culturels. Ce qui fait que quand il allait au Moyen-Orient, il était capable de citer soit des poèmes, soit des œuvres artistiques des pays qu'il visitait. La même chose en Chine, encore plus au Japon, où l'on sait la connivence particulière qu'il avait avec ce pays, y compris avec le sumo, la lutte traditionnelle japonaise. Tout ça tissait au fond un réseau de relations et de connaissances qui le rendait sympathique à peu près partout. Alors par contre, n'oublions quand même pas qu'il fut aussi l'homme de décision extrêmement controversée. Je pense à sa décision de reprendre les essais nucléaires qui lui a valu au début de sa première présidence une sorte d'opprobre international. Ce qui l'a sauvé en quelque sorte, c'est évidemment le non à la guerre d'Irak, parce que derrière ce non à la guerre d'Irak, et vous l'avez très bien dit, il y a à la fois une affirmation forte du multilatéralisme, des problèmes comme ça doivent se régler à l'ONU, et d'ailleurs à l'époque, il y avait une mission de l'ONU, vous vous souvenez, sur le désarmement de l'Irak, etc. Et il y a aussi ce cri lancé à travers ce non au peuple de la région qui allait subir l'interventionnisme américain en disant « la France n'est pas aux côtés de ceux qui s'apprêtent à vous agresser ». Et quand même, il y avait une forme de pragmatisme parce que Chirac savait très bien que la démocratie en 6 mois, comme à l'époque les Américains prétendaient pouvoir le faire, ça n'existe pas et on a vu le résultat. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est lui qui a aussi eu cette formule. Le multilatéralisme n'est pas un luxe que les Africains peuvent s'offrir. Le multipartisme. Le multipartisme, j'ai dit ? Multilatéralisme. Pardon, le multipartisme, pardon. Alors, l'Élysée annonce une journée de deuil national lundi, pendant laquelle sera également organisée une cérémonie solennelle en l'église de Saint-Sulpice. On verra qui se déplacera. Il n'y a pas d'hommage international, mais peut-être que ça va se transformer en obsèque internationale avec des chefs d'État. Une minute de silence sera également observée à 15h. Avant cela, un hommage populaire sera rendu aux Invalides, et ça, c'était une volonté de sa famille avant qu'il ne soit enterré au cimetière de Montparnasse. Oui, juste un mot peut-être sur la douleur qui a été la sienne. Vous savez qu'il avait une fille malade, qui a été malade pendant très longtemps, qui est décédée en 2016, et d'ailleurs il va être inhumé aux côtés de cette fille. Et je crois que ça, les Français le savaient. On ne connaissait pas les détails parce qu'il restait très secret, mais cette idée qu'un homme aussi énergique, aussi ambitieux puisse avoir une faille personnelle profonde, je pense que ça a contribué à le rendre sympathique. Oui, tout à fait. Ça a même meurtri sa famille, toute la famille, Claude, Bernadette Chirac, ont été, à juste titre, évidemment, meurtris par la maladie de Laurence, qui est décédée il y a quelques années. Et c'est vrai que cette humanité de Chirac parle aussi par ça, et c'est vrai qu'il a su à la fois, pour peut-être conclure sur ce personnage, il y aurait beaucoup de choses à dire, merci de nous permettre d'y réfléchir, c'est que les objets qui ont pu l'incarner, il y en a deux qui sont très populaires, le mot populaire participe de sa démarche, la bière et la pomme. À un moment donné, la pomme, il y a des choses très simples, était le symbole d'une de ses campagnes électorales. Et c'est vrai que derrière tout ça, et c'est la Provence qui titrait comme ça aujourd'hui, je crois, qui disait que c'était un faux franchouillard esthète. Parce que derrière cette apparente simplicité, il y avait beaucoup de complexité et beaucoup de sensibilité, y compris artistique, et on le sait avec le Grand Musée des Arts Premiers.